Ça allait m'étonner quand même qu'AWS arrive à faire des bases de données managées avec Aurora ou avec AWS RDS sans faire quelque chose pour les caches, qui est quand même une solution très très utilisée et surtout qui répond à un réel besoin qui est l'optimisation et des réductions des latences, des temps de réponse entre les applications et les utilisateurs. Ils ont pensé à ça, évidemment. On va parler d'AWS Elastic Cache, qui est encore un service, mais sous jaquette peut embarquer d'autres moteurs, hein, des caches comme Redis ou encore comme Memcache. Donc, chaque moteur est utilisé en fonction, toujours en fonction de vos besoins, en fonction du coût, évidemment, et en fonction des problèmes que vous avez à régler. Donc, dans cette vidéo, on va parler des spécifications techniques, les moteurs disponibles et la stratégie des caches qui est utilisée pour cette solution. On va aborder effectivement les coûts associés. Au niveau de la stratégie, on va parler de comment ce fonctionnement est fait et on n'aura plus besoin dans cette vidéo de présenter un schéma qui va reprendre les fonctionnements parce qu'avec la stratégie low-load ou encore de Webtool, on aura l'occasion de parler et d'imaginer le schéma derrière. Donc, les caches, c'est quelque chose qui répond à un réel besoin qui est d'engorger encore la charge sur la base, pour moi, d'un côté. Et de l'autre côté, c'est de réduire la latence entre les utilisateurs et les applications. Et en plus de tout cela, on a des solutions qui sont open source autour de cette utilisation. On a Redis et on a Memcache. Donc, pour assimiler ou pour proposer des solutions dans ce sens, AWS propose ces solutions. Comme on avait vu avec Aurora ou avec AWS RDS qui embarque directement Postgre ou Oracle ou encore d'autres solutions comme MySQL. On a les mises à jour, la maintenance, la sécurité, ils sont sous la responsabilité d'AWS, donc c'est un service complètement managé. Ensuite, les moteurs de cache que cette solution peut embarquer, c'est Redis et Memcache. Ils sont en train de travailler, je pense que c'est quelque chose qui est disponible d'une version open source équivalent de Redis qui est proposé directement par AWS. J'ai oublié son nom là, il y a un nom compliqué, mais je pense qu'on aura l'occasion de le voir dans la tarification, qui est moins cher que Redis et qui fait à peu près le même job. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est déjà fourni et qu'il y en a qui ont eu la chance de le tester, mais je ne sais pas réellement derrière comment ça fonctionne. Voilà, mais c'est une proposition que j'ai vue et de la documentation. Donc, en termes de stratégie des caches, il y a des manières qui sont proposées, c'est-à-dire de léger cache. C'est de garder la réponse à des requêtes dans notre cache de mémoire qui va être testée avant d'aller voir la base. Donc, si la solution qui est demandée à la base dans la cache, donc on va se servir de cela directement, donc c'est les hit cache. Dans les cas où on vient interroger, on vient vérifier dans la cache mémoire et que la solution qui est demandée n'existe pas, on va le charger dans la base de données, on va le stocker dans notre cache de mémoire et ensuite on va répondre aux utilisateurs. Donc, dans les cas où on a une miscache, c'est-à-dire dans les cas où la réponse à notre requête n'existe pas dans la cache mémoire, donc on va augmenter effectivement le temps de latence parce que le temps de charger encore de les mettre dans les caches et de fournir les utilisateurs. Donc, je pense que c'est les côtés inconvénients de cette stratégie de l'EasyCache. Donc, en plus de cela, les caches ont cette manière de fournir à la place de la base de données
Par contre, il faut faire attention à ne pas servir de données obsolètes. Donc, le lazy cache il peut être nécessaire pour des données qui ne varient pas, mais qui sont consultées fréquemment, comme des profils utilisateurs, qui peuvent faire 3 mois sans être variés. Donc, c'est des choses qu'on peut garder dans cette stratégie-là. Mais on a encore une autre stratégie qui est le road tout, c'est-à-dire pour, euh, pour des requêtes nouvelles, on va venir alimenter notre cache mémoire et ensuite on va continuer à servir directement de notre cache mémoire. En fait, c'est une double mise à jour qui est faite avec un TTL. Et ça, par contre, il faut faire attention à ces mêmes modèles de fonctionnement. Pourquoi? Parce que on peut être tenté à garder des données inutiles dans notre cache mémoire. Et dans les cas d'un service proposé par AWS, on a vu dans les systèmes de coûts que la capacité de stockage, c'est quelque chose qui influence les coûts. Donc, si on stocke des données dans notre cache et que c'est des données qui ne sont pas utilisées, effectivement, on va venir prendre les coûts derrière. Donc, comme d'hab, j'ai fait une petite recherche sur le système de coûts associé. Donc, pour les on-demand, c'est à partir de 0,0114 $. Donc, c'est toujours facturé en heure. Et à ce niveau-là, donc, les facteurs d'influence sur le coût, on a la performance, on a le CPU, le virtual CPI et on a la mémoire. Donc, ça, c'est des facteurs ça, c'est à partir de ce minimum. Il y a beaucoup plus que ça. Il y en a qui peuvent coûter jusqu'à, je pense, 10 fois ou plus que ça, parce que j'ai vu des zéros directement et des dollars directement, pas des centimes. En plus, on peut avoir des coûts si d'un côté, il n'y a pas de serveurs derrière. Donc ça, c'est des coûts qui peuvent être pris en compte. Ou à des moments de pic aussi, il peut y avoir des factures d'élastique CPI qui peuvent être engendrées. Donc, la différence entre Memcache et Redis, c'est pour des solutions complexes et Memcache, c'est pour des solutions de caching rapide. Redis, c'est pour des applications beaucoup plus complexes et lourdes. Je pense qu'il nécessite d'avoir une file d'attente dans son fonctionnement interne. Donc, ce choix-là est à prendre en compte. Et pour terminer, on va aller voir notre site de tarification que je mettrai les liens dans la description. On a vu sans serveur, les termes clés. Donc, sans serveur, c'est les données stockées. On a vu les unités de traitement élastique, donc qui peuvent influencer. Le nom de notre solution, notre fameuse solution, c'est Valkyrie. Je pense que c'est ça la solution qu'ils ont développée pour un équivalent de Redis, mais qui est moins cher. Je pense que c'est ça. Voilà, donc beaucoup moins cher que Redis, mais qui fait à peu près les mêmes travail, d'après ce que j'ai compris. Voilà, les mêmes caches, il reste la même chose. Pourquoi on n'a pas choisi des données d'explication pour les cas des instances réservées? Parce que j'ai décidé de lui donner directement ici de ce qu'on peut gagner en prenant une instance réservée si ça répond effectivement à vos besoins. Donc, on a ici, on peut bénéficier jusqu'à 48% par rapport à la demande. Mais par contre, ça, c'est des cas où on a une vision, on sait que le déploiement de la solution va durer tant de temps, c'est-à-dire une année ou 3 ans. Donc, c'est pour cela qu'on peut faire des instances réservées et ensuite de payer avec une réduction. Mais lorsqu'on n'a pas une prédiction sur les sujets, sur l'application qui va tourner, il ne faut surtout pas aller sur des instances réservées. Il est mieux de rester sur des instances on-demand. Donc, que ce soit les caches ou encore les bases de données, les instances SCD, on aura l'occasion ici de les mettre dans une architecture dans des prochaines vidéos à venir lorsqu'on fera le tour des services essentiels, de développer des archives, des données, des avantages et des inconvénients sur chaque modèle qu'on aura l'occasion d'aborder.
et bien sûr d'autres solutions qui peut être une base de données non relationnelle qui est DynamoDB ou pourquoi pas IAM ou d'autres services. Il y en a plein qu'on aura l'occasion d'aborder et ça nous fera énormément plaisir d'apprendre ensemble ici. N'hésitez pas à nous proposer vos suggestions d'amélioration ou votre façon de voir ces solutions-là sur AWS.